Bordeaux offre un tableau homogène grâce à une écriture architecturale classique et surtout grâce à l'usage généralisé de la pierre auquel elle a recouru fréquemment jusqu'au milieu du XXe siècle. Et pourtant, la ville a contribué à tous les mouvements architecturaux de l'Antiquité jusqu'à nos jours. La topographie indique une ville très plate, mais en profondeur, la géologie du terrain révèle des zones de fragilité. C'est vrai que les sols ne sont pas bons. Et puis, il faut voir aussi qu'on a eu deux villes successives. On a eu la ville de bois, qu'on a rasée au XVIIIe pour faire la ville de pierre. D'abord, la ville pierre doit être première. C'est la première chose que l'on doit voir. On ne doit pas voir la création en premier. La création doit s'insérer. Et c'est en deuxième lecture que cette création vient accompagner la ville de pierre. Donc c'est là que c'est important d'avoir cette connaissance de l'histoire, de l'architecture, pour pouvoir créer quelque chose de contemporain qui vient s'insérer et s'harmoniser avec le reste. La façade XVIIIe siècle ne répond pas uniquement à un souci esthétique. La réalité est plus prosaïque. Le pavé des Chartrons illustre ce cas de figure. C'est deux lotissements côte à côte et où les négociants ont choisi eux-mêmes de faire systématiquement la même architecture pour avoir un ensemble monumental, celui qu'on connaît aujourd'hui, de manière à donner une image homogène, unitaire de leur groupe. Les créations contemporaines essayent de s'inscrire dans ce patrimoine. L'émergence de deux ensembles, Euratlantique côté sud et Bordeaux-Maritime côté nord, a vu l'éclosion de bâtiments originaux et spectaculaires. On a Big avec la Mecca, on a Architecture Studio avec la Caisse d'épargne et puis Nicolas Michelin avec l'hôtel. Et donc on a ça et on a aussi en même temps l'expression des pouvoirs en place aujourd'hui. La région qui vient se montrer avec la Mecca, la banque et puis l'hôtel international qui vient lui aussi se positionner là. Et où est l'unité de Bordeaux là-dedans ? Peut-être qu'on est face à un changement de paradigme. Et c'est ainsi que l'on demande à l'architecte de se faire urbaniste pour surprendre et étonner, mais sans trop dénaturer l'ensemble du patrimoine. Ils imaginent, cherchent, s'interrogent beaucoup, jusqu'à trouver une solution. Vous êtes ici dans l'agence d'architecture COB, une agence dont le travail a été distingué plusieurs fois, et notamment pour cette réalisation d'une commande publique, la résidence La Roseraie, à l'entrée de Blanquefort. Notre idée de départ, c'était vraiment de redonner une image à cette entrée de ville qui vivait pas très bien. Et donc nous, on a vraiment souhaité mettre l'accent sur les espaces publics avant tout, avant de parler d'architecture. Le quotidien du travail en agence n'est pas fait de fulgurance ni de coups de crayon magique. C'est une longue maturation collective. On tâtonne beaucoup ici, on peut le voir. En fait, on a fait, peut-être 30 essais différents. Mais toutes ces recherches formelles sont vaines si elles ne sont pas guidées par un impératif moral. Le projet doit répondre à une qualité de vie et à une certaine idée du développement durable de la ville. C'est notre engagement à faire en sorte que ces bâtiments ils soient bien vécus, bien habités, qui participent aussi d'une ville résiliente. Autre agence, les Dauphins. Ici, on cultive un certain sens du deuxième degré. Mais ces architectes savent aussi truster les premières places lors de concours publics ou privés. Comme ici, à Saint-Médard, il s'agit de l'école-collège Emmanuel Alzon. Le parti pris ici est résolument écologique. D'une part, l'aspect esthétique du projet et également l'aspect fonctionnel. Adapté à l'enseignement qu'on souhaite dispenser dans notre établissement. L'idée aussi que cette structure en bois, en paille, en chaux apporte du bien-être aux élèves. 500 élèves sont accueillis dans une construction qui se fait donc l'apôtre du bon matériau pour le bien-être de tous. On travaille beaucoup l'aspect environnemental à l'agence pour une question de conviction. On tient à cœur à employer les matériaux comme le bois, comme ici la paille, la terre crue, etc. Des matériaux issus du sol, du végétal,
à la fois pour une question d'environnement, mais aussi de confort pour les usagers. La réussite de l'aménagement tient donc à l'utilisation de matériaux biosourcés. Mais comme pour l'agence précédente, l'engagement de ces jeunes architectes reste avant tout un engagement moral. Un engagement pour le lien social de la communauté dans un environnement apaisé. C'est une cité à Pessac dont le concepteur, Le Corbusier, est un architecte visionnaire, dont on a pu dire qu'il aura révolutionné la manière même d'habiter une maison. Un révolutionnaire tranquille qui a su convaincre tout d'abord un Girondin, l'industriel Henri Frugès, qui lui commande dans les années 20 une cinquantaine de maisons, une rencontre entre deux esprits sur la même longueur d'onde. Un jour, un article me tombe sous les yeux, signé d'un nom tout à fait inconnu, Le Corbusier. Je suis frappé par le bon sens de cet auteur. C'était très révolutionnaire, mais les idées étaient pleines de bon sens. L'ambition du commanditaire Henri Frugès est ici de lier art, progrès social et innovation. Sur le plan plastique, ils conçoivent l'habitat ouvrier comme une œuvre d'art à part entière. Les formes sont géométriques et volontairement épurées. Le Corbusier, c'est un peu le père du minimalisme. C'est plus du design que de l'architecture. C'est presque une philosophie, c'est-à-dire qu'on réduit tout au minimum. Il n'y a quasiment pas de rangement, tout est calculé au millimètre près. C'est pas spécialement grand, c'est assez restreint. Il n'y a pas de cloison ou peu. Chaque espace de la maison est vraiment pensé et c'est un concept total, c'est une philosophie de vie. Il disait que les maisons étaient des machines à vivre. 100 ans plus tard, non seulement il est toujours là, mais il reste même d'avant-garde. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui commencent à le comprendre et à le découvrir. Ces maisons sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2016. Des visites sont proposées pour venir les apprécier. Les gens viennent du monde entier, mais les Pessacais, et plus particulièrement encore les habitants de ce site, puisque la particularité de ce site, c'est que c'est un site vivant, c'est un site qui est toujours dans sa fonctionnalité de départ, c'est un site habité. Donc les habitants, évidemment, fréquentent ce lieu. Cette utopie du bonheur que Le Corbusier aura imaginée pour ses contemporains est toujours vivante. C'est l'utopie d'un architecte qui n'a jamais eu de diplôme d'architecte. Ce sont les fameuses années folles, l'époque où l'art déco émerge. Ces années d'insouciance, de créativité, où l'on remet en cause normes et carcans sociaux. Le style architectural, lui, va paradoxalement revenir au canon classique, très géométrique avec des lignes droites et symétriques, soucieux d'accompagner cette modernité et ses mouvements sociaux. Ordre, couleur et géométrie, voici l'essentiel du vocabulaire art déco. Ici, nous sommes rue du Commandant Charcot et notre guide sera Yves Simon. Regardez les deux colonnes de part et d'autre de la porte. Elles sont cannelées, voyons, pour les avoir dans le vestibule du Grand Théâtre. Mais regardez les chapiteaux, ils sont plats. Alors ça, c'est très art déco, vous voyez, avec des sculptures en méplat. Il n'y a pas de relief sur les chapiteaux. Regardez l'utilisation des pilastres colossaux qui parcourent 2 étages, vous voyez. Les grands murs avec l'utilisation de la cannelure en méplat. Vous voyez, on appelait ça des billes de chocolat. Les propriétaires de ces demeures sont particulièrement attentifs et curieux du passé de leur logis. Plans, archives, tout est bon pour conserver la mémoire des lieux. J'ai ici en fait un arrêté de 1934, retrouvé aux archives de la Gironde, voilà, qu'on se passe entre voisins riverains de cette rue, cette belle rue, et donc qui prouve en fait qu'on avait au départ un lotissement donc, construit sur les anciens chez Johnston qui étaient là à partir du 19e. Et donc un lotissement avec donc certaines maisons qui se sont au fur et à mesure des années mis dans les intervalles de ce lotissement. À l'intérieur, le style art déco s'y exprime totalement. Là, on a une rosace
Art déco, superbe, elle est réglo avec la façade, mais si on regarde les poignées, c'est les poignées bordelaises qui ne sont pas du tout art déco, alors qu'il y avait des poignées art déco. La baie qui sépare le salon de la cuisine, elle est bien art déco, mais regardez la rosace, celle-là, elle est née au Louis XVI, vous voyez, elle est pas art déco. Bon, c'est un mélange, c'est un mélange. Tous ces détails composent harmonieusement ce style jalousement conservé par ses propriétaires et on pourra toujours méditer sur le temps qui passe et constater que ce mouvement, né de l'envie, du désir de se débarrasser du passé, est aujourd'hui disposé au rayon classique du patrimoine. Les années folles sont redevenues bien sages.